Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 novembre 2015. Nous sommes le lendemain de Thanksgiving, donc jour férié aux États-Unis. Les Américains ont mangé de la dinde et pendant ce temps-là, ils ne tradaient pas, raison pour laquelle on a eu une faible volatilité hier après-midi et peu de décalage sur les marchés. Étant donné que hier, jeudi, c'était Thanksgiving, aujourd'hui, la volatilité devrait rester relativement faible. On a en plus très peu de statistiques d'ici la fin de la séance. Donc nous allons faire un point rapide sur les dernières news, sur quelques actifs, sur les graphiques. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Et puis on pourra ensuite suivre la séance avant de partir en week-end. Alors, comme tous les matins, un avertissement sur les risques concernant le caractère informatif de cette présentation, sur les performances passées qui n'augurent pas des performances futures, sur les CFD. Donc aujourd'hui j'ai appelé la matinale respiration post-Thanksgiving. En effet, hier nous avions vu ensemble à quel point le CAC et le DAX étaient haussiers. On avait parlé de résistance, les indices ont même poussé au-dessus de ces résistances avant de venir clôturer dessus. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que les marchés sont puissamment haussiers. Ça veut dire que shorter les résistances peut être dangereux. Ça veut dire que quand on est dans une tendance haussière forte, il y a plus de probabilité de réaliser des gains à l'achat qu'à la vente. Et puis, encore une fois, il y a l'importance parfois d'attendre la fin de séance en clôture pour voir si des résistances sont dépassées ou non. Comme d'habitude, dans cette émission, nous verrons ensemble les derniers résultats, décalage, nous verrons le calendrier économique, puis nous passerons en revue certains actifs sur la plateforme. L'indice chinois, l'indice de la bourse de Shanghai est chuté de 5,5% cette nuit, encore des mauvais chiffres venant de Chine. Nous allons voir cela dans quelques instants. En fait, c'est les profits des sociétés industrielles chinoises qui ont chuté de 4,6% sur un an. Donc là, ça fait maintenant 3 mois, septembre, octobre, novembre, que l'été est passé et que l'on s'est fait une grosse frayeur sur la Chine. Les opérateurs savent maintenant que la Chine est en ralentissement quand même assez rapide et ces chiffres qui sont publiés au fil des semaines nous le rappellent en permanence. L'indice chinois avait repris 15-20% par rapport à son point bas de cet été. Et donc là, la volatilité est de retour et une chute de 5,5%. Il faudra suivre cela dans les séances à venir car ce n'est pas de bon augure. Le Black Friday est en cours, donc c'est le lendemain de Thanksgiving, les gens font les courses, donc nous, aux États-Unis, vous savez que les États-Unis c'est un marché de consommation interne, et donc les chiffres de ce Black Friday sont vraiment d'importance. Les analystes qui sont spécialisés dans les sociétés vont en fait étudier les rapports de ce Black Friday pour voir si on est un peu au-dessus ou en dessous des chiffres de vente des années précédentes et cela permettra d'extrapoler les résultats trimestriels de mastodontes tels que Amazon ou par exemple Walmart. En Europe maintenant, le nouveau gouvernement est en place au Portugal. Sur le matière première, on a l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui a dit considérer que 50 dollars est devenu un nouveau prix d'équilibre pour le WTI, et c'est peut-être ça qui a fait pression un peu sur les prix hier. Car certains analystes vous diront que le fait que le pétrole soit descendu sous 80 dollars est exceptionnel et qu'il devrait retrouver potentiellement les 3 chiffres, donc les 100 dollars, d'ici fin 2016 voire 2017. D'autres comme Goldman Sachs disent que, étant donné que les stocks sont ultra importants dans le monde, on pourrait avoir un sell-off en direction des 20 dollars. Donc là, le pétrole, c'est vraiment inédit et je dirais que personne ne sait vraiment ce qui va se passer.
C'est la raison pour laquelle, au quotidien, nous suivons avec l'analyse technique le comportement du pétrole, ce qui parfois peut procurer de belles opportunités. Et puis pour finir avec les news, Dijsselbloem, membre de la BCE, a expliqué, tout comme l'avait fait le président de la République française François Hollande, que la sécurité prime sur les objectifs de déficit. On va donc pouvoir dépenser dans l'armement et la sécurité sans faire attention au crédit. Sur le front des entreprises, Altis a surpris l'ensemble des opérateurs en achetant les droits du championnat anglais de Première Ligue pour la France. C'est une grande première, je crois que c'était Canal+ qui les avait avant. Donc là, un bouleversement dans le milieu médiatique. Ça représente plusieurs milliards, hein, donc c'est vraiment un coup de poker qu'a réalisé ici la société Altis. Peugeot Citroën serait proche d'un accord industriel avec le géant indien Tata. Donc Tata qui était une des premières sociétés à faire une voiture sous les 10 000 $, me semble-t-il. Donc c'est intéressant à suivre. Faiveley a annoncé une offre de rachat sur Wabtec et en plus de ça, la société en profite pour relever ses objectifs annuels. Généralement, c'est salué par le marché. Et puis Rémi Cointreau, dont on a parlé l'autre jour parce que la société serait susceptible de sortir de l'Eurostoxx. Eh bien, la société a annoncé un résultat net en hausse de 5,7%, ce qui est une bonne nouvelle pour le titre. Après, il faut voir le chiffre d'affaires et il faut voir aussi les objectifs. Au niveau des statistiques passées, hier c'était Thanksgiving, il y avait très très peu de statistiques. On a juste eu un chiffre qui est ressorti, donc c'est les profits des sociétés industrielles chinoises qui ont baissé de 4,6% sur un an. Et puis hier, c'était Thanksgiving, c'était donc un jour férié aux États-Unis, et nous n'avions pas de publication. Ce jour, on a un chiffre, c'est la seconde estimation du PIB anglais, mais sinon, il n'y a pas de statistiques cet après-midi. C'est la raison pour laquelle on devrait assister à une séance relativement calme sur la plupart des marchés. Je profite de l'émission du jour donc pour vous rappeler que dans la partie formation du site CMC Market, vous avez l'événement La Matinale avec toutes les dates. Hier, vous aviez encore la présence de l'événement Ishimoku, puisque hier, nous avons fait pour la première fois un webinaire avec une spécialiste, Karen Pelwal, sur l'Ishimoku. Donc sachez que la vidéo est actuellement en train d'être vue et que si tout se passe bien, elle va être postée sur YouTube et postée sur le site dans la rubrique Actualité et analyse. Donc ici, vous avez la matinale qui est postée tous les matins. Et comme je vous l'ai expliqué hier, à partir de la semaine prochaine, je vais me remettre à poster des analyses, en plus de la matinale, en plus des webinaires exceptionnels comme celui que nous avons réalisé hier pour Ishimoku. Alors, on passe maintenant à la plateforme. Donc, on va commencer par les indices. Donc le titre du jour c'était Consolidation post-Thanksgiving. Vous pouvez voir que sur certains actifs c'était nécessaire. Le Nikkei par exemple, lui, est en surachat au point de vue de ses indicateurs. Il bloquait sous un seuil psychologique à 20 000. Les 20 000 en plus c'est une résistance qu'on retrouve ici dans le passé. Faut pas oublier que l'indice Nikkei par exemple vient de prendre pratiquement 20% en ligne droite en l'espace de 2 mois sans pullback supérieur à 3%. C'est-à-dire sans repli supérieur à 3-4%. Donc là, on pourrait très bien assister à une latéralisation des cours en attendant les statistiques de la semaine prochaine et notamment le grand rendez-vous de la semaine prochaine, la BCE de jeudi prochain. Les opérateurs en fait ont spéculé sur le fait que la BCE allait lancer plus de quantitative easing et c'est pour ça que les marchés sont aussi autant montés ces dernières séances. Donc là, Mario Draghi sera attendu vraiment par le marché jeudi prochain. Alors hier, on parlait du DAX et je vous disais qu'on avait une zone de résistance à 11 250 points qui correspondait à un gap et au-dessus de ça, il y avait 11 320 points. Je vous avais dit qu'on pouvait peut-être pousser jusqu'à 11 300, même si c'était un jour férié. On a carrément été jusque 11 370 points. Alors pourquoi est-ce qu'on a été aussi haut ? Parce que c'était un jour férié et qu'avec des moindres volumes, on pouvait faire monter les marchés plus haut, plus vite.
Quand il y a moins de volume, il y a moins d'opérateurs, on peut avoir des décalages un peu plus violents. De deux, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. L'absence de mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle en elle-même. Le fait qu'on ait la BCE la semaine prochaine et que les opérateurs plaident pour plus de quantitative easing est un point positif, et donc les opérateurs anticipent, ils sont dans l'anticipation de plus de quantitative easing. Et puis comme je vous l'ai expliqué également hier, le DAX est en retard. Le DAX est à près de 10% de ses plus hauts annuels, alors que le CAC n'est plus qu'à 7-8% de ses plus hauts annuels. Et c'est ça qui fait que le DAX monte plus vite. Il est actuellement en rattrapage par rapport à l'indice français. Voilà. Donc hier, je vous avais montré une oblique qui passait par tous les plus hauts ici de fin octobre, début novembre. Vous voyez qu'en prenant vraiment les extrêmes de chaque point, on trouvait le point haut d'hier. Encore une fois, le point haut d'hier était très difficile à trouver. Mais en théorie, il n'avait pas de grande importance. En effet, trouver le point haut, c'est fait pour ceux qui veulent vendre, et ceux qui vendent dans un marché aussi puissant, eh bien en ce moment, ils se font marcher dessus. Comme je vous l'ai expliqué, il y a quand même une probabilité de gain bien supérieure pour une personne qui achète les replis plutôt que celui qui vend les résistances dans un marché aussi soutenu par des banques centrales, notamment avant une annonce de banque centrale qui est celle de la BCE la semaine prochaine. Donc on a atteint tous les objectifs hier, et les objectifs haussiers, c'est des objectifs théoriquement de prise de bénéfices pour des personnes qui seraient à l'achat. Ceux qui vendent, ils se font un petit peu mal parce que la tendance est fortement haussière. Voilà. Après, il est bien évidemment possible de vendre pour les plus expérimentés et ceux qui ont l'habitude de faire de la contre-tendance, mais pour ce faire, il faut savoir prendre des extrêmes, attendre des points durs, attendre des retournements en intraday, car comme je vous l'explique, le DAX est puissant et ce n'est pas chose évidente de se mettre en face. Il a été beaucoup plus propre et beaucoup plus respectueux de l'analyse technique, et beaucoup plus évident de se placer sur les replis. Je vous ai expliqué, quand on a ouvert avec les attentats pile poil sur support, c'était un premier signal. Quand on a repris les supports, c'était un deuxième signal. Ensuite, on a attaqué même 200 la semaine dernière. Je vous ai dit que là, on était allé un peu haut, un peu vite en besogne et qu'on pourrait consolider. C'est ce qui a été le cas. Comme de par hasard. Vous voyez, c'est de la folie, hein, mais regardez les cours sur 3 semaines. Ici, le DAX casse un support, comme de par hasard, il y a un attentat et on arrive sur un support et on repart. Ici, on est sous résistance, comme de par hasard, il y a la Turquie qui abat un avion russe et hop, on repart. Les mauvaises nouvelles dans un marché haussier sont des nouvelles qui entraînent des consolidations légitimes et qui permettent à ceux qui veulent jouer la tendance en achetant des replis de pouvoir le faire. Dans un marché haussier, il est quand même beaucoup plus évident d'acheter les replis et les pullbacks sur support, parce que ça permet d'avoir un meilleur timing et donc d'avoir un plus grand gain quand on est en position, et puis aussi ça permet de placer des stops plus proches et donc de faire moins de pertes quand un scénario haussier est invalidé. Donc ça c'est le DAX, et ce matin il a fait 11 330 au plus haut, il est donc allé faire 10 pips au-dessus de sa résistance des 11 320 qui correspond à la clôture du 11 août. Et étant donné qu'on est vendredi et qu'il n'y a pas de statistiques, il se pourrait qu'on ne monte pas beaucoup plus, qu'on stabilise sous ce seuil et qu'on attende les chiffres de la semaine prochaine. Et si la semaine prochaine on doit revenir tester la MM200, ce ne sera qu'une consolidation de plus. Vous voyez, à chaque fois on fait un mouvement haussier, une consolidation, un mouvement haussier, une consolidation, et ainsi de suite. Alors comme je vous l'ai expliqué, il faut regarder les autres indices. Qu'est-ce qui nous permettait hier de se dire que le DAX n'allait pas aller forcément beaucoup plus haut? Eh bien tout simplement, vous pouvez regarder le CAC. Le CAC, lui, depuis un mois, il est relativement neutre. On peut le voir puisque les plus hauts et les plus bas sont contenus dans un range. On peut constater que la moyenne mobile à 20 séances est plate et donc elle est sans tendance. Il n'y a donc pas de dynamique. Donc hier, je vous indiquais que les 4915-20 étaient une résistance. On a poussé au-dessus jusque 4950, étant donné qu'il y avait peu d'opérateurs et moins de liquidités et que les marchés sont fortement haussiers. Donc moi, quand je vous indique une résistance,
Dans un marché haussier, ça veut dire que les acheteurs vont soit remonter leur stop, soit peut-être prendre des bénéfices, soit voilà, ils vont prendre une information et voir s'ils en ont quelque chose à faire. Bien évidemment, je montre des supports et des résistances. Après, chacun fait comme il le souhaite. Mais encore une fois, les vendeurs, comme on le voit sur le marché au quotidien, les vendeurs en ce moment sont mis à mal étant donné la puissance de la dynamique. Comme de par hasard, le point bas des attentats il y a 2 semaines, il est ici sur support horizontal, et le point bas de la Russie et de la Turquie, il est ici pile poil sur support sur un bas de canal. Le CAC est donc neutre avec un biais haussier puisque en tendance haussière. Il stabilise au-dessus de sa MM20, montrant sa résilience ce matin. Il ne devrait pas être très volatile aujourd'hui. La semaine prochaine, si on a des mauvais chiffres en début de semaine, on est susceptible de revenir vers les supports. Et si on casse la résistance à 4970 points, ce sera la porte ouverte bien évidemment à 5000, mais même au plus haut annuel, on reporterait en fait la hauteur du range dans lequel on est actuellement au-dessus de la résistance qui nous donnerait des objectifs théoriques. On n'y est pas encore. Pour ça, il faudra que Draghi ravive la flamme du QE et les espoirs haussiers, qu'il délivre au marché ce qu'il souhaite. On discutera de tout ça en début de semaine prochaine. Et puis un indice aussi dont j'ai posté le graphique sur Twitter et dont j'ai spéculé sur la clôture. Je vous disais, l'Eurostoxx est haussier et vers 16 heures, je vous disais, il est en train de tenter de casser sa résistance, mais étant donné les prises de bénéfices sur les autres indices européens, une clôture pile poil sur le haut du range ne serait guère étonnante. Le résultat, vous l'avez sous les yeux, on a clôturé pile poil sous le haut du range. Aujourd'hui, on a gapé à la baisse, puis hop, les investisseurs payent et de nouveau, on vient chercher ce haut de range. Il y a peu de statistiques, peu de volume et pas de catalyseur ce jour, donc même si on le casse, on ne devrait théoriquement pas aller bien haut. Et même si on est sous résistance, vous voyez bien qu'il y a une tendance haussière et que les replis sont payés. On peut donc dire que c'est neutre à court terme, mais qu'il y a un biais de marché haussier. Voilà. Donc voilà pour les indices boursiers. Concernant les matières premières, on a eu un rebond technique du pétrole à cause de la géopolitique, à cause des tensions entre Russie et Turquie. Mais étant donné que François Hollande est allé rencontrer Poutine, les tensions sont un peu redescendues. Et en plus de ça, l'Agence internationale de l'énergie qui dit que le pétrole pourrait trouver un équilibre autour de 50, c'est pas quelque chose de très positif. Donc vous voyez là, le WTI continue de consolider depuis hier. Il est dans un petit range entre 40 et 42. Alors vous voyez qu'il a fait une mèche sous 40. Vous voyez qu'à 43, il y a un énorme niveau. Il y a aussi un niveau d'importance à 44 qu'on a vu hier pendant le webinaire Ishimoku qui correspond à une oblique qui passe par les plus hauts et à une résistance. Voilà, oblique. On a aussi ici une résistance horizontale avec les cours de clôture du mois de septembre que je vais mettre en rouge. Donc pour le pétrole, ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Une chose est sûre, la tendance de fond est baissière, les fondamentaux sont baissiers. C'est ce qui explique que les cours sont sous pression. Si on casse les 40, on ira théoriquement retrouver les plus bas annuels à 37. Si on arrive à casser les 44, l'oblique baissière, les résistances horizontales, c'est qu'il y a vraiment des news pour un décalage haussier puissant. Mais on n'y est pas. Hein. Donc on va attendre les prochains développements. Pour l'instant, c'est une situation de range. Donc si vous êtes trader de range et que vous l'appréciez, pourquoi pas. Après, moi, je trouve ça parfois compliqué à trader. Tout dépend de votre profil et de ce que vous préférez. Concernant les métaux, c'est toujours la tendance baissière qui a la main. Donc vous voyez que l'argent aime bien avoir un canal baissier, un canal haussier pour remonter gentiment, un canal baissier. Ici, une impulsion haussière, il échoue sur résistance. Ici, on revient vers support. Donc l'argent est plutôt propre et il arrive sur ses plus bas annuels. Pour l'instant, il reste vraiment sous pression, tout comme l'or.
Le gaz, on en a parlé aussi hier. Étant donné que les stocks de gaz sont sortis inférieurs aux attentes mercredi, on retourne vers les plus bas. Après, qui dit retour vers les plus bas dit qu'on s'approche du support pluriannuel entre 1,90 et 2,05. Et ça intéressera peut-être certains d'entre vous. À la hausse, c'est le sucre qui monte aujourd'hui, le sucre qui est désormais un peu erratique. Souvenez-vous du sucre, je vous avais montré un biseau mensuel baissier dont on s'était extrait par le haut. Par la suite, les cours avaient pris 25%. Désormais, c'est un peu difficile de faire des stratégies et puis vous voyez qu'il est ultra volatile depuis 15 jours, donc ce n'est pas chose évidente. Sur le front des actions, maintenant, on a quelques petits décalages de marché. Je pense que je vais screener un petit peu le marché cet après-midi et en début de semaine prochaine pour voir si je vous trouve des configurations intéressantes. On a Parrot, excusez-moi, qui rebondit, étant donné que le titre était survendu suite à l'augmentation de capital et une baisse de plus de 20%. Donc le titre était survendu et là rentre dans un rebond technique. Zodiac reprend des couleurs. Alors vous voyez que autant Zodiac avait fait une publication en septembre que ça avait fait peur au marché et qu'ensuite on s'était retrouvé sous résistance, autant la dernière publication on a fait moins 8 en séance, moins 10 même, mais depuis 4 jours les opérateurs ne font que payer. Donc là vous avez typiquement un message du marché qui vous est donné sur le titre Zodiac. Quand on gape comme ça sur des résultats à moins 8, moins 10, c'est que le marché prend peur, c'est que les résultats ne lui conviennent pas, c'est que c'est pas bon. Mais si le jour même des résultats, on va pas plus bas, on clôture en forte hausse, que le lendemain ça paye, et le surlendemain encore, et le surlendemain encore, c'est vraiment que les acheteurs disent, ou nous font comprendre, que le pire est peut-être passé, les acheteurs prennent la main, et profitent des soldes entraînés par ce gap baissier de moins 8, moins 10. Et donc ça, c'est un signe que les acheteurs sont de retour et que vendre sera beaucoup moins évident que cela a été au mois de novembre sous la résistance des 25,90, 26. Vallourec, c'est intéressant de voir que Vallourec attaque sa zone de gap. Hier, vous avez des valeurs comme Technip qui ont pris 5-6%, mais qui aujourd'hui baissaient en début de séance. Vallourec est monté hier et monte encore aujourd'hui et attaque sa zone de gap. Vous voyez que l'oblique qu'on avait trouvé qui passait par les plus bas, en fait, elle a engendré un point bas de court terme. Et le fait qu'on ait repris la zone de gap, si on clôture au-dessus de cette zone de gap, ça veut dire qu'on efface un petit peu ce trou d'air dû au résultat et que les acheteurs reprennent la main à court terme. Dans les plus fortes baisses, donc on a Technip, comme je vous le disais, on a qui consolide sa forte hausse d'hier, on a STM qui consolide aussi sa forte hausse d'hier. C'est un peu erratique dans les sociétés parapétrolières. CGG et Vallourec sont en hausse, Technip et Morel et Prom sont en baisse. Eramet qui est bien monté hier consolide ce jour. Ce serait bien si aujourd'hui elle clôturait au-dessus de sa MM 20 jours, ça lui ouvrirait la voie vers la MM 50, vers les 34-50 euros. En tous les cas, vous voyez, la volatilité est très faible, on a plus de moins 2 sur la plupart des titres. Donc aujourd'hui, le marché me semble pratiquement déjà en week-end. On va finir par regarder les devises et vous verrez qu'en fait sur les devises, c'est les mêmes équilibres qu'hier. Le rouble baisse puisque le pétrole est sous pression. Donc là, vous voyez, j'ai superposé le rouble et le pétrole. Donc vous voyez que quand le pétrole monte, l'USD rouble baisse. Donc ça veut dire que le rouble monte. Et donc ces deux graphiques sont complètement inversés. Plus le pétrole baisse, plus l'USD monte contre le rouble. Et si le pétrole arrive à remonter, ça booste le rouble et donc ça fait baisser le dollar contre le rouble. Deuxième paire en hausse, l'USD ZAR. Ça aussi, je vous en ai parlé hier, c'est le rand sud-africain. C'est une monnaie émergente qui est sous pression depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui est en tendance haussière avec un objectif à 14,5 qui est la résistance oblique. Et la troisième paire dont on a parlé hier,
qui est en hausse, c'est l'USD-TRI et l'Euro-TRI. C'est donc la lire turque qui baisse, étant donné qu'il y a des tensions entre la Russie et la Turquie. Vous pouvez remarquer que quand il y a une tendance sur le Forex, ça dure. Le rouble, le ZAR et le TRI qui sont faibles ces dernières séances, c'est constant et c'est la même chose tous les jours. Et puis dans les baisses, on a le NZD qui n'arrive pas à passer sa MM20 et le haut de son range. Donc on voit bien que la tendance baissière continue de peser. Je vous avais indiqué que seule une cassure des 0,66 pourrait libérer un potentiel haussier. Pas de cassure, pas de signal d'achat. La livre, elle, reste sous pression et retrouve sa zone des 1,50. Il faudra surveiller si elle revient sur son oblique vers 1,4950. Il y a ce support-là. Vous voyez que la livre parfois est un peu capricieuse puisqu'il y a 10 jours, elle nous a fait un faux signal de cassure. Et dès le lendemain, ce signal était invalidé. Donc parfois la livre est un peu capricieuse et volatile. C'est pas toujours évident sur des extrêmes. Et puis je terminerai par la paire USD-Yen. La paire USD-Yen qui est le reflet des indices boursiers. Je vous avais expliqué que depuis 2 jours, l'Europe, les indices montaient tout seuls et que l'USD-Yen ne montait pas et que c'était un signe que potentiellement c'était une hausse qui se faisait sans volume et que par la suite il y allait y avoir consolidation. Donc hier, on avait un DAX qui explosait à la hausse avec un USD-Yen qui baissait. Il n'est donc pas étonnant de voir le DAX consolider aujourd'hui puisque l'USD-Yen reste stable et n'est pas particulièrement haussier. C'est la raison pour laquelle, certes, le DAX a opéré un rattrapage de 48 heures à la hausse, mais c'est la raison aussi pour laquelle il stabilise ce jour et devrait attendre les catalyseurs de la semaine prochaine pour la suite. Voilà, sur ce, on a fait le tour. Journée calme, peu de news. Concernant le webinaire Ishimoku d'hier, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Je vais donc le faire valider puis le poster sur YouTube et le site. Vous pouvez sur mon Twitter aussi retrouver des graphiques que je vous poste tout au long de la journée et de l'actualité. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne séance de trading, un bon appétit, un bon week-end. Et je vous retrouve lundi, 10h tapante, pour la matinale.